technique. Nous allons donc pouvoir reprendre pour cette deuxième partie de matinée. Merci de bien vouloir rejoindre vos places. Nous enchaînons donc avec les deux prochaines conférences. Comme indiqué, Isabelle Astier, qui était prévue au programme en raison de soucis familiaux, n'a pas pu nous rejoindre pour la journée et nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu compter du coup pour cette matinée sur Anne Perriard qui a bien voulu venir nous présenter ses travaux. Donc, je la remercie vraiment très chaleureusement parce que ça c'est vraiment le cauchemar des organisateurs de colloques d'avoir une grande conférence plénière qui tombe à l'eau un peu à la dernière minute. Anne Perriard est sociologue. Elle conduit des recherches depuis plusieurs années dans le domaine des politiques sociales. Elle a travaillé pendant plusieurs années en tant qu'intervenante sociale. Elle a été engagée à l'école d'études sociales et pédagogiques, à l'ESP ici à Lausanne, où elle a réalisé sa thèse dans le cadre du programme LIVES, donc du pôle de recherche national LIVES. Et elle est actuellement maître assistante à l'Institut des études genre de l'Université de Genève. Et son propos portera aujourd'hui sur des éléments qu'elle a traités dans le cadre de sa thèse de doctorat sur les catégories d'âge dans l'intervention sociale. Sans transition, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité à présenter ma recherche. Et lorsque le professeur Jean-Pierre Tabin m'a appelé pour me demander si j'étais prête à remplacer aujourd'hui Isabelle Astier, j'ai accepté et je me suis souvenue en fait qu'il y a 7 ans, lors du premier colloque sur la pauvreté, qui s'appelait Regards croisés sur les pauvretés, en fait, j'y assistais à l'époque en tant que professionnelle de travail social. J'étais co-directrice d'un espace de soins à Fribourg pour les personnes qui n'avaient pas accès au système d'assurance maladie. Et c'est lors de ce colloque que j'ai rencontré pour la première fois Jean-Pierre Tabin, le professeur Jean-Pierre Tabin et le professeur Dario Spini, qui sont devenus par la suite mes directeurs de thèse. Travaillant depuis plusieurs années dans l'urgence qui caractérise ce travail social, j'avais envie de prendre de la distance par rapport à ma pratique professionnelle. Donc c'est avec plaisir que 7 ans plus tard, je vous présente les résultats de ce travail. Et j'ai entrepris une thèse dans le cadre du pôle de recherche national LIVES, que je tiens à me remercier pour les conditions de recherche qu'il m'a offert. Et j'ai travaillé en tant que chargée de recherche à l'ESP pendant toutes ces années. Aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence, j'ai envie de questionner en fait ces modèles normatifs à la base des politiques sociales dites actives qui affirment aujourd'hui que tous et tous entrent dans la vie active dès l'âge justement de la fin de la formation. Tous et toutes doivent se calquer sur le modèle du travailleur adulte. J'ai un souci, voilà. J'ai juste une image qui apparaît. OK. La figure des travailleurs adultes qui serait aujourd'hui à la base des politiques sociales. Ce travailleur adulte, il a la particularité d'avoir un emploi, un logement, il a une formation, il est valide et en bonne santé, il est autonome financièrement, il est sans dette, et puis il est aussi flexible. Comme cette figure est relativement genrée, je la nomme Gustave. Et dans la conférence actuelle, en fait, j'ai envie d'aller questionner ce modèle qui a déjà été questionné par des recherches au travail social, qui fait une distinction entre, d'un côté, les personnes, le public du social assistentiel, tel que les nomme Castel, les personnes qui sont hors emploi, qui seraient les vieillards, les enfants, les personnes handicapées, et la catégorie nommée les indigents valides que l'on est censé mettre au travail. Et dans le cadre de cette présentation, j'ai envie de montrer en fait qu'il y a d'autres domaines du social que Chantal Nicole Droncourt appelle des univers sociaux légitimement, qui entrent aussi autant dans la formulation que dans la mise en œuvre des politiques sociales et qui produisent en fait des normes de l'emploi différenciées pour certaines catégories de personnes. Donc, je vais rapidement présenter dans cette présentation les données et les questions de recherche avant justement de parler
de catégories qui sont fondées sur l'âge et les normes de parcours de vie qui sont des politiques sociales. Émilie Graff nous a parlé aujourd'hui des jeunes adultes en difficulté qui subissent un traitement différencié en termes de montant d'aide sociale sur le seul critère de l'âge. Donc, je vais parler de la catégorie des jeunes adultes en difficulté, des parents à l'aide sociale et ensuite des travailleuses et travailleurs âgés pour voir en fait justement comment ces normes de l'emploi s'appliquent à ces différentes catégories. Cette conférence s'appuie sur une étude de cas vaudoise qui a été menée entre 2011 et 2014, qui étudie 3 programmes sociaux dans le canton de Vaud, qui sont d'une part le programme Forjad. Le programme Forjad que certaines et certains d'entre vous connaissent très bien et certainement justement mettent en œuvre, propose une formation certifiante pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui sont bénéficiaires de l'aide sociale. Le canton de Vaud a mis en place un dispositif qui permet à ces jeunes d'avoir accès à une bourse d'études pour accéder à la formation. Ce programme est accompagné de mesures en fait, de coaching pour les jeunes. Concernant les parents, les parents pauvres, les familles pauvres, le gouvernement vaudois a proposé dès 2010 une allocation financière supplémentaire pour les familles qui ont des enfants entre 0 et 16 ans et qui ne parviennent pas à couvrir le minimum vital. Dans un deuxième temps, en 2011, au motif que pas assez de familles avaient eu accès à ces allocations financières supplémentaires, le canton de Vaud a introduit un programme de coaching qui se nomme COFA pour les familles à l'aide sociale. Et pour la dernière catégorie, qui sont les travailleuses et les travailleurs âgés, la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente pont propose une rente pont à 2 ans de l'âge de la retraite pour les chômeuses et les chômeurs ou les personnes à l'aide sociale, c'est-à-dire à 62 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes. Donc, on constate que dans le canton de Vaud, il y a un traitement différencié en fonction de l'âge et des normes de parcours de vie des récipiendaires. Et moi, la question que je me suis posée, c'est comment ces catégories sont-elles justifiées dans les discours de 2 sortes d'agents qui sont d'une part les élus qui élaborent les lois et d'autre part le personnel de travail social qui les met en œuvre. Pour réaliser cette recherche, je me suis appuyée, comme je vous l'ai dit, sur ces 3 programmes qui sont Forjad, la loi sur les prestations complémentaires vaudoises et le programme COFA. Et pour analyser la mise en œuvre de ces lois, j'ai conduit entre 2011 et 2014 77 entretiens avec des personnes qui accompagnent une de ces 3 catégories dans leur travail. J'ai collecté ainsi 235 récits. Donc, la première catégorie dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est ces jeunes adultes en difficulté qui sont une des cibles prioritaires aujourd'hui dans les politiques européennes. Vous entendez parler des NEET, ces jeunes qui sont sans emploi, sans formation. Donc, dans le canton de Vaud, ces jeunes adultes en difficulté, ils ont la particularité d'être sans emploi, sans formation. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils sont au RI. Ils sont en transition vers l'âge adulte, vers l'emploi. C'est une catégorie caractérisée par un cumul de difficultés pour le politique, des difficultés d'ordre social, psychologique. Elle est considérée comme vulnérable et elle peut s'avérer potentiellement dangereuse. Donc, pour répondre à la question de ces jeunes adultes en difficulté sans emploi ni formation, le gouvernement vaudois a mis en place ce fameux programme Forjad qui propose une formation duale et un programme de coaching. Les effets de ce programme, en fait, ou ce que ces programmes veulent nous dire, c'est que ces jeunes adultes ne sont pas encore des adultes, ils sont des adultes en devenir. Ils ne sont pas encore en emploi, ils doivent parvenir à l'emploi. Et ce que ça montre, c'est que finalement, on assiste à un transfert financier. Ces personnes bénéficiaient de l'aide sociale, du revenu d'insertion, d'un montant financier. Et une fois passées dans le système des bourses d'études, c'est toujours un montant, un financement étatique qui est proposé. Mais ce financement n'est plus problématique. Il est considéré comme normal.
Et par là, je tiens à préciser justement la manière dont j'utilise les notions de dépendance et d'indépendance. Je les utilise dans un sens spécifique, qui est celui des politiques sociales, hein, qui a fait, dans le courant du XXe siècle, de l'emploi l'attribut inconditionnel de l'indépendance. Que cette indépendance pour les politiques sociales, elle est souvent perçue comme l'autosuffisance financière. Et en creux, en fait, ce que ça révèle au niveau normatif, et ce que disait Madame Vaccaro ce matin, c'est qu'il y a une négation de la dépendance dans la relation salariale. Hein. Elle part du fait que l'emploi n'est pas une relation de dépendance, qu'il n'y a pas de dépendance, par exemple, à un employeur. Et cette fameuse catégorie des travailleurs et des travailleuses pauvres, hein, des working poor dont elle parlait, met en lumière, en fait, le fait que l'emploi peut aussi être source de précarité, ou en tout cas ne pas sortir de situation de précarité. Donc, dans ma recherche, moi, ce que j'ai utilisé, c'est le concept de dépendance d'un point de vue du cœur, qui postule que la dépendance, elle est nécessaire et potentiellement positive, qu'on ne peut pas vivre en indépendance, que l'indépendance est un mythe, que les êtres humains vivent en interdépendance pour toutes sortes de raisons matérielles, émotionnelles. Partant de ce constat, eh bien, il est important de voir justement que certaines dépendances financières étatiques ne sont pas problématiques pour les politiques sociales. Je viens de vous montrer l'exemple des bourses d'études et par la suite, vous verrez qu'il y a d'autres exemples. Au contraire, justement, de la dépendance financière au revenu d'insertion à l'assistance sociale qui est perçue comme problématique. Qu'en est-il de la mise en œuvre de ces politiques sociales FORJAD par rapport aux jeunes adultes en difficulté? Dans l'ensemble, hein, sur les questions de vulnérabilité, de transition, le personnel du travail social est en accord avec ces personnes. Ces personnes sont des adultes à éduquer, des adultes en devenir, pour lesquels le personnel de travail social devra les accompagner pour les doter des attributs de l'âge adulte, qui sont un logement, qui sont le fait de se lever, hein, de respecter des horaires, d'être en bonne santé physique et psychique, donc finalement de guérir, hein, ou de poursuivre des traitements si ce n'est pas le cas, d'avoir un projet, chose très importante à cet âge de la vie, d'être motivé, de savoir gérer ses émotions et puis de payer ses factures, dans le sens de ne pas avoir de dettes non plus. Ce qui apparaît dans la mise en œuvre du travail social et ce qui n'apparaissait pas dans la formulation des politiques, c'est les jeunes adultes en difficulté qui sont des femmes, parce que sur les 100 récits récoltés, plus de la moitié étaient des femmes. Et donc, en fait, on voit qu'il y a un accord sur la norme de l'emploi et de la formation pour le personnel de travail social, mais que, en fait, cet emploi arrive seulement dans un deuxième temps, c'est-à-dire dès le moment où les jeunes adultes en difficulté seront dotés des attributs de l'âge adulte, et ça, c'est vraiment le premier temps de l'intervention. Qu'en est-il concernant les parents à l'aide sociale dans la formulation ? Pour le gouvernement vaudois, la pauvreté des familles, elle est surtout liée en fait à l'organisation sociale, au fameux modèle de la conciliation qui empêche les mères d'enfants en bas âge, entre 0 et 16 ans, tel que défini par le politique, de pouvoir couvrir les besoins vitaux de leur famille par l'emploi. Hein, c'est donc concernant justement des parents qui ont des enfants entre 0 et 16 ans. La conciliation explique le problème, donc les temps partiels, les bas salaires, l'absence de solution de garde. La solution qui est mise en place, c'est justement cette allocation financière supplémentaire qui produit 3 effets. Les mères, à ce moment-là, pour les politiques sociales, ne sont pas considérées comme des travailleuses adultes pour le temps normé de la conciliation, c'est-à-dire jusqu'à ce que leurs enfants auront 16 ans. On voit aussi que ce sont les mères qui sont assignées à ce travail d'éducation, puisqu'il apparaît dans les discours des politiques que le problème est surtout expliqué en termes de conciliation et d'impossibilité pour les mères, justement, de subvenir aux besoins des familles. Et une autre chose qui apparaît par rapport à ces notions de dépendance normalisée ou problématisée, c'est que justement, cette dépendance des mères au moment où leurs enfants ont entre 0 et 16 ans est considérée comme normale. Elle n'est pas considérée comme problématique, donc le fait pour l'État de faire un transfert financier sous forme d'allocation est toujours un financement étatique, mais qui n'apparaîtra plus comme problématique, puisque c'est en adéquation
avec des normes de parcours de vie et des normes de genre. Dans un deuxième temps, compte tenu du fait qu'un nombre insuffisant, selon le gouvernement, de personnes aurait eu recours à ces allocations financières supplémentaires, le canton de Vaud a mis en place un programme de coaching, ce qui cadre le problème de manière différente, puisque là, l'objectif du coaching, c'est un coaching qui dure 1 année, les personnes qui en bénéficient ont accès justement à un travailleur social ou une travailleuse sociale qui les accompagneront pour voir en fait quels sont les obstacles à l'emploi. Et du coup, les obstacles à l'emploi sont là maintenant des raisons personnelles et plus des raisons liées à l'organisation sociale. Donc le cadrage est différent. Pour expliquer un peu mieux de nouveau cette notion, ce concept de dépendance problématique que j'utilise, c'est qu'on a vu qu'il y avait des dépendances financières étatiques qui étaient problématisées et d'autres pas. En même temps, il y a, du point de vue des politiques sociales, des dépendances financières non étatiques qui ne posent pas problème. Et, le récit de Swad, qui est une femme iranienne qui arrive ensuite en Suisse en suivant son mari. Elle est mathématicienne de formation. Elle arrive en Suisse. Elle a voulu prendre des cours de français pour pouvoir après continuer dans son domaine. Et a eu un enfant entre deux et a arrêté de travailler, ou en tout cas n'a plus travaillé en Suisse. Elle était mariée à une personne qui avait un emploi qui permettait de couvrir les revenus de la famille. Donc jusque-là, pas de problème. Pour les politiques sociales, finalement, l'absence d'emploi de Swad ne pose aucun problème. Mais son mari perd son emploi et pour un temps donné, arrive en fin de droit chômage et au RI, au revenu d'insertion. À ce moment-là, en fait, la dépendance financière de Swad apparaît comme problématique pour les politiques sociales et c'est à ce moment-là que sera mise en œuvre pour elle un projet professionnel, des mesures. Mais comme le disait bien la travailleuse sociale, il suffit que son mari retrouve du travail, même à durée déterminée, pour qu'elle soit sortie de la mesure et que le travail puisse pas être fait. Donc, qu'en est-il des parents à l'aide sociale dans la mise en œuvre des politiques sociales? Ils sont en accord avec le fait que c'est la conciliation, donc les temps partiels, aussi les bas salaires liés à la division sexuée du travail, l'absence de crèche qui rend la situation problématique. Mais ce qui apparaît dans la mise en œuvre des politiques, c'est les hommes au bas de l'échelle sociale qui n'ont pas accès au salaire de gagne-pain et qui n'étaient pas non plus présents dans la formulation des politiques. J'ai récolté 69 récits concernant les familles à l'aide sociale. Et 28 d'entre eux concernent des couples. Et ces couples ont la particularité d'avoir justement un homme qui n'a pas accès au salaire de gagne-pain. Il travaille à temps partiel, il est sans formation et il a aussi des bas salaires. Par rapport à l'intervention, pour ces parents à l'aide sociale, j'ai pu distinguer plusieurs types d'interventions, mais là, j'aimerais vous parler justement de deux principales. Il s'agit d'une part des mères qui élèvent seules leurs enfants. Pour l'intervention sociale, elles sont fortement encouragées à accroître leurs revenus en trouvant du travail. Mais elles sont encouragées de manière faible, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension très forte du fait qu'il n'est pas possible pour ces femmes d'entrer dans l'emploi pendant que leurs enfants sont encore considérés comme petits et ayant besoin d'une mère. Donc en fait, l'injonction n'est pas forte. L'injonction à l'emploi pour ces femmes n'est pas forte. Par contre, dès le moment où, dans la pratique du travail social, on peut se retrouver face à un couple que je nomme ethnicisé. Ethnicisé, ça ne veut pas dire un couple forcément non national. Il y a ce que Éric Massé appelle des marqueurs d'ethnicisation. C'est des marqueurs, c'est comme il y a des marqueurs de classe sociale ou des marqueurs qui font apparaître à ce moment-là, justement, qui se dit « Ah, cette personne, elle est différente » ou on l'apparente justement à une nationalité, à une culture. Et là, pour certaines femmes qui sont mariées, qui sont ethnicisées, eh ben, l'injonction à l'emploi sera forte. Ce ne sera pas seulement un encouragement, mais en fait, on rattachera l'absence d'emploi de ces femmes, non au fait de vouloir s'investir dans le rôle de mère, mais au fait d'être attachée à une culture naturalisée qui empêche l'emploi. Et dans ces moments-là, je vais vous citer les propos justement qui concernent
la situation de Marianne. Marianne et Omar Daher ont des enfants de 14 et 16 ans qui sont naturalisés. Les parents ne parlent pas le français. Le père retourne quelques mois dans son pays d'origine pour passer du temps avec sa fille qui ne les a pas rejoints en Suisse. L'assistante sociale en profite pour voir la mère seule. Elle lui a expliqué qu'ici, les femmes aussi doivent tout mettre en œuvre pour retrouver leur autonomie financière. La mère dit avoir une formation d'infirmière qui ne vaut rien en Suisse. De plus, elle a des soucis de santé depuis quelques années et ne désire pas travailler. Au retour du père, l'assistante sociale convoque les parents. Il est décidé que Marianne s'inscrive à un cours de français d'alphabétisation qu'elle démarre avec motivation. Et là, en fait, l'assistante sociale dit qu'elle est étonnée de ne pas avoir trouvé plus de résistance de la part du couple par rapport à l'accès à Marianne à des mesures d'insertion. Donc là, on voit qu'il y avait une justification par rapport à l'absence d'emploi qui était rattachée à une culture, et après discussion avec la famille, de voir que finalement, cette femme avait, il semble, une grande motivation à entrer dans l'emploi. J'arrive à ma dernière catégorie, qui sont les travailleurs âgés. Et dans les débats parlementaires, les chômeurs âgés de 60 ans au moment de perdre leur emploi sont pour l'essentiel considérés comme des victimes du marché du travail, qui possèdent des chances de réinsertion sur le marché du travail très faibles et pour lesquels le revenu d'insertion représente donc principalement une solution d'attente. Et c'est sur ce constat, en fait, d'avoir justement des travailleurs âgés, des travailleuses âgées qui sont victimes du marché du travail, qui ont entre 62 et 63 ans, parce que la rente-pont est mise en œuvre à partir de cet âge-là. C'est le moment de la fin de l'emploi, de son deuil. Ils sont aussi considérés comme vulnérables et ce qui apparaît dans les discours des politiques sociales, dont les personnes chargées d'élaborer les lois, c'est la figure d'une personne qui a été en emploi depuis l'entrée dans la vie professionnelle de manière ininterrompue et qui, à un certain moment, à cause de l'âge, ne retrouve pas d'emploi. Et c'est vraiment pour des raisons de dignité, de mérite, que cette rente-pont est justifiée et mise en œuvre 2 ans avant l'âge de la retraite. Donc c'est la solution qui est proposée. Et puis, ce qui se produit en termes de dépendance financière normalisée ou problématisée, normale ou problématique, c'est que de nouveau, la retraite, c'est aussi un financement étatique qui est considéré comme normal, qui est considéré comme légitime par les politiques sociales. Donc le fait de sortir les personnes 2 ans avant de l'âge de la retraite pour les mettre dans cette forme de financement, dans le discours des politiques sociales, n'apparaît plus comme problématique. Et ce qu'on voit aussi en parlant des catégories d'âge, c'est que l'âge suffit à lui seul à expliquer la situation problématique. Et là, il y a ce que j'appelle une naturalisation de l'âge, c'est-à-dire que l'âge est perçu comme quelque chose de naturel, pas questionné. C'est normal qu'à un certain âge, on ne retrouve pas d'emploi. Concernant la mise en œuvre, au niveau du travail social, cette catégorie est aussi considérée comme victime du marché du travail, vulnérable. C'est le moment du deuil de l'emploi, de la fin de l'emploi, du retrait. Ce qui apparaît, c'est la diversité des expériences professionnelles ou des parcours de vie en emploi. Là, justement, on peut aussi retrouver des personnes qui auront eu des allers-retours à l'aide sociale ou des périodes de temps partiel et qui cassent un peu avec cette figure du parcours traditionnel, de parcours, formation, emploi, de retraite, comme s'il n'y avait pas eu de rupture. Ce qui se passe, c'est que ces personnes, l'âge apparaît dès 50 ans, voire 45 dans certaines situations, où l'âge est déjà mis en avant. Et ce qui apparaît aussi dans la mise en œuvre des politiques sociales, ce sont les femmes. Parce que les récits que j'ai récoltés concernent aussi des femmes qui sont hors dans l'emploi à ce moment-là. Concernant l'intervention sociale, principalement cette intervention, elle consiste à faire le deuil de l'emploi, à trouver entre guillemets, une autre place dans la société, ce qui rentre en contradiction avec les normes du revenu d'insertion qui se calquent sur ce modèle du travailleur adulte qui dit que chacun et chacune doit tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie. Donc là, le personnel du travail social se retrouve un peu en dilemme entre, d'un côté, ces normes du RI et l'impossibilité pour ces personnes de retrouver un emploi.
ce que ça montre, ces situations qui ont été récoltées auprès du personnel de travail social, j'ai récolté 60 situations et 48 sont construites sur le type que je nomme l'événement déclencheur. Vous avez une personne en emploi qui, à un certain moment de sa vie, a soit un burn-out, un accident, une rupture, un licenciement, et qui rejoint à ce moment-là justement cette figure dominante qu'il y avait dans la formulation des politiques sociales. Et à un certain moment, il y a un événement déclencheur qui fait qu'elle va perdre son emploi. Et à ce moment-là, arriver au RI et retrouver du travail sera quelque chose de très difficile. Donc, ce qui montre, ça dénaturalise l'âge. Ça veut dire que les travailleurs âgés, ils passent dans la catégorie problématique seulement dès le moment où ils ne sont pas en emploi. Un travailleur ou une travailleuse âgée, ce n'est pas quelqu'un qui a un travail. C'est quelqu'un qui n'en a plus. Et donc là, ça montre que ce n'est pas seulement l'âge qui est le problème, parce que si vous continuez à être en emploi jusqu'à 65 ans sans rupture, votre âge ne sera pas un problème. Et cette catégorie, ce qu'elle montre aussi, ce qu'elle fait apparaître, en fait, un des effets, c'est cette relation de dépendance à l'emploi. C'est-à-dire que l'emploi est quelque chose que l'on peut perdre. Donc, en tant que, justement, un emploi en tant qu'attribut de l'indépendance, par cette figure-là, on voit à quel point, finalement, cet attribut peut être fragile. Pour expliciter un peu cette figure, justement, de l'événement déclencheur, je vais vous raconter l'histoire de Micheline, qui a 58 ans. Micheline travaille dans les soins à domicile public depuis des années. Elle décide de changer pour une structure privée, ce qui change ses rythmes et ses conditions de travail. Quand sa maman tombe malade, elle décide de prendre congé pour accompagner sa mère. À la suite du décès de sa mère, elle vit un épisode de dépression assez sévère et son employeur rompt son contrat. En l'espace de quelques mois, elle perd ainsi sa mère et son emploi. À la fin de son droit chômage, elle devient récipiendaire du revenu d'insertion et commence une mesure pour travailler comme bénévole dans une garderie d'enfants. Donc en fait, là, c'est cette figure d'une personne qui a travaillé, qui à un certain moment perd un travail et va devoir justement se réorienter vers autre chose que l'emploi salarié. En conclusion, j'aimerais revenir sur des éléments justement sur ce que ça montre que de s'intéresser à la catégorisation par âge dans les politiques sociales. Je voulais montrer en fait que la norme de l'emploi ne s'applique pas à tous les groupes sociaux en âge de travailler, que ces groupes ils sont traversés par d'autres systèmes d'inégalité, par le genre, la classe, l'ethnicité, et que ça produit justement des normes différentes. Que ce public du social assistentiel, enfin non, justement hors social assistentiel, c'est pas forcément le public, les catégories qui sont loin de l'emploi, qui sont apparues dans chacune des catégories d'âge que j'ai étudiées, ces personnes perçues comme loin de l'emploi pour qui il n'est pas possible de mettre quoi que ce soit en œuvre, mais même dans cette catégorie des indigents valides, à certains moments du parcours de vie, pour certaines raisons, ce n'est pas du tout ce modèle du travailleur adulte qui s'applique. L'âge, justement, qui produit des fois ces catégories très homogènes, comme on l'a vu, et qu'on peut aller déconstruire si on se demande, mais derrière les jeunes adultes, quand on parle des jeunes, en fait, c'est qui ? Est-ce qu'ils ne sont pas traversés par des rapports de classe ? Est-ce qu'ils ne sont pas traversés par des rapports d'ethnicité ? Quand les médias titrent « Le problème des jeunes au chômage », la question c'est « Mais c'est qui ces jeunes ? Est-ce que c'est tous les jeunes ? Est-ce que c'est certains jeunes ?» Donc, en fait, les catégories d'âge ou la catégorisation par âge est un outil de gestion de la main-d'œuvre dans le sens qu'en définissant quel est l'âge de sortie de retraite ou l'âge d'entrée dans la vie active, on peut plus ou moins avoir un pouvoir sur la main-d'œuvre dite active. C'est un principe de classement très fort dans la société. Justement, il y a un âge pour travailler, un âge pour partir à la retraite. L'école est définie en termes de classe d'âge. Il y a un âge pour la majorité civique. Donc, c'est un principe très structurant dans la société contemporaine. Des recherches ont montré en fait que c'était une construction socio-historique, que les catégories d'âge sont inventées au fur et à mesure des périodes, qu'il existe maintenant un troisième âge, un quatrième âge, voire un cinquième âge, et que ces catégories fluctuent à travers le temps.
pour enlever le caractère naturel de l'âge chronologique qui est perçu justement comme un allant de soi. L'âge est souvent est attaché à des normes de comportement. Il y a une manière de se conduire, suivant l'âge qu'on a. Et les expressions telles que « il est trop vieux pour travailler encore »,« je suis trop vieille pour porter ce vêtement »,« c'est une jeune mère » ou « c'est une parentalité tardive » montrent en fait à quel point l'âge norme des comportements et définit les comportements appropriés ou non à chaque âge. L'âge, on l'a vu, est un rapport de pouvoir, Émilie Graff nous l'a montré, qui justifie par exemple des distributions inégales d'argent, ce qui est le cas de la population, justement de la catégorie des jeunes aux revenus d'insertion, ce qui est le cas aussi en emploi, où il apparaît comme justifié que des personnes plus âgées aient un salaire plus haut que des personnes plus jeunes. Et l'adulte, dans cette catégorisation des âges, est la norme en vertu duquel tous les autres âges sont évalués par rapport au système de genre. Et c'est un peu comme le masculin ou le féminin qui se définit au regard du masculin. En fait, dans la catégorisation par âge, les âges se définissent au regard justement de ce que c'est qu'être adulte dans la société, qui représente le statut dominant. Pour les politiques sociales, donc, l'âge a donc pour effet d'institutionnaliser des normes de parcours de vie, c'est-à-dire de rendre normales et non discutées des étapes de parcours de vie comme l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte ou la vieillesse. On le voit, les politiques sociales normalisent par exemple le temps de la formation et de l'acquisition des attributs de l'âge adulte pour les jeunes. Pour les parents, c'est le temps de l'éducation des enfants. Pour les mères, de la conciliation est justement un temps de sortie de ce modèle du travailleur adulte. Et puis, concernant les parents, si le père se retrouve loin de cette norme du gagne-pain qui permet de subvenir aux besoins de la famille, ça va aussi être justement un temps de l'emploi pour elle. Concernant les travailleuses et travailleurs âgés, les politiques sociales montrent que c'est le temps de la fin de l'emploi, mais aussi de la sortie de ce statut valorisé de l'adulte, que la retraite, elle rend aussi visible ça, que c'est une sortie justement d'un statut valorisé. Et le fait, par exemple, à 50 ans, de perdre un emploi et d'être considéré ou de passer dans cette catégorie problématique des travailleurs et travailleuses âgées, ça veut dire que jusqu'à la retraite, jusqu'au moment légitime de sortir de l'emploi, il reste 15 ans. Donc, la catégorisation par âge, elle institue des étapes de parcours de vie et qui est rendue visible par l'injonction à la formation pour les jeunes mères entre 18 et 25 ans. Sur mon terrain de recherche, ce que j'ai pu remarquer, c'est que concernant les jeunes adultes en difficulté qui étaient en situation de parentalité, si ces personnes n'avaient pas de formation et étaient parents, on ne leur appliquait pas ce fameux modèle de conciliation en leur demandant de travailler à temps partiel. Non, la formation duale qui est proposée, c'est une formation à plein temps, que les personnes soient mères ou pas. Et ce qui montre en fait que pour les jeunes, c'est l'âge qui est vraiment la catégorie la plus marquante, la catégorie la plus importante, et que le genre passe après. Au contraire, pour la catégorie des parents, les effets du système de genre sont inverses, puisque c'est le genre, en fait, définit la politique. C'est parce que c'est les mères qui s'occupent des enfants. Si elles sont seules, elles ne peuvent pas reproduire la division sexuée du travail. Donc, il faut les aider pour qu'elles aient un revenu suffisant. Et ce discours-là rend invisibles les pères qui n'ont pas accès au salaire de gagne-pain. Donc là, on voit justement ces effets structurants de différents systèmes d'inégalité qui s'entrecroisent à différents moments du parcours de vie. Et dans le travail social, quand vous êtes amené à travailler avec certains publics, enfin, je pense que vous pouvez voir que parfois, c'est d'autres attributs qui sont plus saillants que d'autres ou qui expliquent davantage la situation ou qui sont imbriqués. Un des effets de la catégorisation par âge, c'est cette normalisation de certaines dépendances financières étatiques. Les normes de parcours de vie, les normes d'âge et de comportements appropriés à chaque âge sont très instituantes, très fortes
dans le sens que dans les 3 exemples que je vous ai donnés, c'est elle qui valide le fait qu'il puisse avoir des transferts financiers étatiques non problématiques. C'est-à-dire que pour un jeune qui est dans l'étape parcours de vie formation, il est tout à fait légitime que l'État lui offre une bourse de formation. Pour une mère qui est dans l'étape conciliation, je m'occupe de mes enfants, il est tout à fait légitime que l'État octroie une allocation financière supplémentaire. Et pour les personnes à l'âge de la retraite, qui sont dans l'étape retraite, il est aussi tout à fait légitime justement qu'il y ait un financement qui aille dans ce sens. Ce que j'ai voulu montrer aussi, et ce que la recherche est claire, c'est la diversité des expériences vécues derrière des catégories sociales. Les politiques sociales racontent des histoires. Souvent, ces histoires, on les achète un peu. Elles sont reproduites par les discours médiatiques, par les discours personnels. Et c'est vraiment des histoires qui sont construites. Et l'outil d'aller chercher derrière la catégorie, ce que je vous ai dit, le problème des jeunes au chômage. Là, sur les discussions sur la retraite, il y a eu plusieurs news qui parlaient de ces fameux retraités qui n'arrivent pas à tourner avec 7 500 francs parce qu'ils partent en vacances. Et puis voilà. Et qu'est-ce que ça raconte en termes de normativité et comment, en allant chercher justement l'intersection d'autres rapports sociaux, donc de genre, de classe, d'ethnicité, on arrive un peu à colorer ou à montrer comment certaines inégalités s'articulent pour ne pas prendre les problèmes en fait, qui sont exposés comme allant de soi et se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait construire le problème différemment en passant par les catégories et pour voir ce qu'elles nous racontent. J'arrive au bout de ma présentation. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup, Anne. Ça fonctionne? Oui. Donc, nous avons quelques minutes pour d'éventuelles questions ou remarques. Je vous laisse vous manifester. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous légitimez... Voilà, vous dites que c'est légitime, ça légitime des catégories, mais par exemple, tout ce qui est prestations complémentaires pour famille ou rente-pont, ça n'existe pratiquement pas dans d'autres cantons. Par exemple, les PC famille, ça n'existe que dans 4 cantons en Suisse, ça n'a jamais passé la barre fédérale. Et la rente-pont, sauf erreur aussi, c'est presque un cas particulier dans le canton de Vaud. Donc, voilà, vous légitimez, vous dites c'est le discours... politique qui légitime ça, mais quelque part, c'est une histoire spécifique dans le canton de Vaud. Je veux dire, il y a eu des votations, il y a eu même un référendum. Donc, je ne comprends pas bien, en fait. Voilà, c'est quelque part, c'est une histoire particulière dans le canton de Vaud qui a permis cette émergence de ces prestations. Merci. Je réponds... merci pour la question. C'est une étude de cas vaudoise et qui analyse justement des lois spécifiques vaudoises qui, effectivement, ont émergé dans une histoire, des débats. Et là, ce que j'ai raconté, c'est l'histoire que racontent ces politiques sociales spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a des éléments qui entrent en contradiction. Et ce que Nicole Chantal-Drancourt appelle les univers sociaux légitimants, ils peuvent être différents et complexes. Mais c'est de voir justement, et ça c'est aussi, je pense, pour un outil du travail social, dès le moment où vous travaillez avec une politique, qu'est-ce qui est mis en avant dans cette politique? Quelles sont les normes qui sous-tendent la politique et puis quels sont les effets? Et du coup, si vous analysez des politiques sociales familiales dans un autre canton, vous verrez peut-être d'autres normes qui seront à la base de cette politique. Et ça veut dire qu'il y a ces d'autres mondes sociaux légitimants qui auront passé la rampe du politique dans ces cantons-là. L'analyse-là permet, en fait, on peut étudier d'autres politiques, mais on ne trouvera pas les mêmes résultats suivant les politiques sociales données. D'autres questions? Eh bien, si ce n'est pas le cas, je remercie tout d'abord Anne Perriard pour cette très intéressante intervention. Je sais comment tu dois faire. C'est tout bon. Ouais. Et nous allons donc
passer à la prochaine conférence présentée par Yasmine Pradessimo, qui est directrice de l'action sociale à l'Hospice général du canton de Genève. Alors, on a entendu ce matin avec Émilie Graff que le canton de Zug prévoyait de remplacer les travailleurs et travailleuses sociales par des administratifs, voire des bénévoles. Eh bien, visiblement, et on ose espérer que c'est pas partout pareil et que ça se passe pas partout comme ça, on va voir avec Yasmine Pradessimo que le canton de Genève, pour faire face au contraire à une augmentation assez exponentielle de situations problématiques, vise plutôt à accorder plus de temps et de place pour le travail social. Et je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. À vous la parole. Merci. Et j'appuie où? En bas? En bas? Ici. Là, d'accord, merci. Hop. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie, que les estomacs ne gargouillent pas trop. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation un peu vitaminée pour essayer de vous garder avec nous et avec moi. C'est un grand honneur pour moi de me retrouver ici. Comme vous avez peut-être vu le voir dans ma bio, ça ne fait à peine 1 année et demie que je suis aujourd'hui à la tête de la direction de l'action sociale de l'Hospice général, ne venant pas du monde du social, n'ayant pas une expérience particulière là-dedans, venant d'un monde humanitaire. Donc l'humain est là, il est au centre, mais je ne peux pas prétendre, comme tous les autres intervenants, de venir avec tout ce bagage-là. Mais c'est avec plaisir que j'ai bien envie aujourd'hui de partager avec vous les réflexions qu'on a aujourd'hui au sein de l'Hospice général à Genève, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de transformer. Quand j'ai vu le sujet, un accompagnement impossible, je me suis dit, soit tu cours loin, parce que je ne vois pas trop qu'est-ce que tu peux répondre, et si tu réponds négativement, tu n'as pas trop de plaisir à te lever le matin et à aller travailler, à essayer de faire quelque chose. Donc j'aimerais vous emmener un tout petit peu dans tout ce qu'on essaye de faire. Je vais commencer par quelques petits rappels de qu'est-ce que c'est que l'Hospice général, juste son ampleur. Quelques chiffres, je pense que vous les connaissez tous, vous les connaissez certainement mieux que moi, mais qu'est-ce que c'est que l'aide sociale aujourd'hui dans le canton de Genève? Quels sont les profils des gens qui viennent nous voir? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les accompagner et pour être à leur côté? Ça fonctionne. L'Hospice général, quelques chiffres clés. C'est 23 200 personnes qui sont suivies à l'action sociale. L'Hospice général aussi s'occupe des migrants. Aujourd'hui, c'est plus de 6 000 migrants qui sont suivis sur le canton de Genève. 2100 jeunes adultes, parce que la catégorisation est là et je pense qu'elle est souvent mentionnée. C'est toujours très intéressant et c'était très parlant votre présentation. Quand on nous demande des chiffres, on nous demande souvent quels sont le nombre de jeunes qui sont à l'aide sociale, quels sont le nombre de personnes qui ont 50 ans et plus qui sont à l'aide sociale. Cette catégorisation, elle est là, on nous la demande, à nous de voir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on peut en faire. 17 000 seniors qui sont venus au centre d'animation pour retraités de l'Hospice général. Plus de 1100 collaborateurs qui sont répartis dans 50 différentes unités sur le petit canton de Genève. Donc c'est quand même beaucoup d'endroits, mais sur un petit territoire et un budget d'à peu près 500 millions. Ça vous donne juste un ordre de grandeur de ce que ça veut dire l'Hospice général qui a le mandat de mettre en œuvre l'aide sociale et financière du canton. C'est quelque chose qui à Genève est centralisé et pas décentralisé au niveau des communes. Quelques chiffres sur l'évolution de l'aide sociale ces dernières années. On est en chiffre absolu sur une hausse de dossiers très claire. En 10 ans, 5 000 dossiers de plus en photo. Photo, ça veut dire quel est l'état. On prend au 31 décembre 2016, 14 251 dossiers. Je parle bien de dossiers, donc derrière, il y a des familles, il y a plus de personnes qui sont à l'aide sociale. Si on parlait en volume, c'est-à-dire de personnes qui sont venues à l'aide sociale dans le courant de 2016 et qui en sont sorties, ils ne font pas partie de ces 14 000 et quelques 200 dossiers. Donc le volume est plus grand, mais en photo, on se retrouve là. Et si vous regardez sur l'évolution, c'est
assez impressionnant en chiffres absolus. Si on prend simplement depuis 2010, on est à une évolution qui est proche de 70% du nombre de dossiers dans l'absolu de bénéficiaires qui sont aujourd'hui à l'aide sociale seulement sur le canton de Genève. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Comment est-ce qu'on peut l'analyser? Si on prend les chiffres macro, ils ont été aussi mentionnés ce matin, économiquement, l'arc lémanique ne va pas si mal. Sur les 10 dernières années, on a une activité économique qui s'est développée à peu près à plus de 23%. On a un indice de l'emploi qui s'est développé et qui a augmenté de 10%. On est dans des chiffres macro. On a une région qui ne va pas si mal par rapport à tout cela. On a un taux d'aide sociale qui reste plus ou moins stable. Il évolue quand même, mais il n'est pas non plus en train d'exploser. C'est-à-dire qu'on a une évolution démographique qui est assez forte. La population au niveau du canton de Genève a fortement évolué, c'est fortement augmenté. Mais donc ça peut aussi expliquer l'aide sociale qui augmente. On est dans un taux qui était à 5,3% en 2012 et qui se retrouve à 2015, 2016. Les chiffres ne sont pas encore complètement sortis. On est à 5,5% pour 2015. Donc de nouveau, on est dans une croissance, mais elle n'est pas drastique. Ce n'est pas une explosion que l'on peut observer. Donc où est-ce qu'on va chercher ces personnes qui viennent à l'aide sociale? Comment est-ce qu'on peut expliquer ces évolutions-là? On a également une énorme évolution au niveau des coûts. Les coûts sont juste exponentiels. Les prestations de l'Hospice général ont doublé entre 2008 et 2016. Là, vous avez sous les yeux en millions ce que ça veut dire. 2017, bien sûr, n'est pas encore fermé, n'est pas encore terminé, ce n'est pas encore le chiffre final. Mais les coûts ont énormément évolué, liés bien sûr au nombre de personnes qui sont suivies, liés à l'augmentation des coûts de la santé, des coûts du logement, en partie pour expliquer cette évolution-là. Probablement également une évolution liée à un certain report de charges de différentes assurances sociales. Là, vous avez simplement dans la courbe, au-delà des chiffres, celle d'en haut, c'est la courbe des rentiers AI. On voit l'évolution et la baisse sur les quelques dernières années. En vert, vous avez l'aide sociale et en rouge, vous avez le nombre de chômeurs. Sur le canton de Genève, depuis mars 2017, pour la première fois, la courbe du nombre de chômeurs avec la courbe du nombre de dossiers à l'aide sociale s'est croisée. Vous avez aujourd'hui plus de personnes, plus de dossiers à l'aide sociale que de nombre de chômeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle direction est-ce que l'on va? Au niveau de la précarité, au niveau du marché de l'emploi, au niveau de la possibilité des personnes qui perdent de leur emploi d'avoir droit à une indemnité chômage. De plus en plus d'emplois sont précaires, font que les gens n'ont plus droit à ces indemnités-là. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens qui viennent frapper à la porte de l'aide sociale sont des chômeurs. Ils n'ont plus eu le parcours de 2 ans au chômage et ils sont aujourd'hui en fin de droit. Donc on est aussi dans un changement à ce niveau-là et une évolution au niveau qui peuvent expliquer les coûts qui se reportent aujourd'hui sur l'aide sociale. Un autre élément qui peut expliquer cette augmentation du coût, c'est la durée de la prise en charge. On voit ici sur les différentes années, vous avez en bleu ce qui concerne le canton de Genève et en rouge ce qui concerne la Suisse. Donc on voit les différentes évolutions où on a une augmentation constante de la durée de la prise en charge des personnes qui sont à l'aide sociale. C'est intéressant de voir la différence entre la durée médiane et la durée moyenne. Ça paraît un peu barbare comme ça au début et des chiffres, mais la durée moyenne considère toutes les personnes qui sont aujourd'hui à l'aide sociale et on divise par 2 et on obtient une moyenne. Cette moyenne est en constante augmentation. Donc ça démontre le nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans la durée à l'aide sociale et qui donc péjore la moyenne et la durée de prise en charge. Par rapport à la durée médiane, on est dans une croissance, mais qui est plus irrégulière, voire un peu stable, avec même une réduction entre 2015 et 2016. Et là, on a donc enlevé les personnes qui sont venues à l'aide sociale pour une période très très courte et celles qui y sont depuis très longtemps. Donc on se retrouve plutôt dans la période médiane. Et là, on voit que peut-être on arrive dans une aide sociale à 2 vitesses, avec des personnes qui entrent et qui sortent,
jusqu'à 12 mois, 15 mois. Là, ça peut se faire et ça peut se faire assez rapidement. Par contre, pour ceux qui restent plus longtemps, là, ça devient beaucoup plus dur, beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile de quitter l'aide sociale et de régler tous les problèmes qui sont liés à leur situation. Voilà un tout petit peu comment est-ce qu'on peut aussi essayer de lire l'augmentation des coûts et les profils des personnes qui aujourd'hui viennent à l'aide sociale. Quelques caractéristiques sociodémographiques, on pourrait en prendre pléthore sur le type de famille, sur le sexe, sur leur nationalité. J'ai choisi l'âge. On a un âge médian qui, par contre, sur les quelques dernières années, n'a pas évolué. On est entre 40, 39 et 40, 41 ans. C'est quelque chose qui est là et qui est stable. Par contre, si on creuse un tout petit peu, on se rend compte qu'on a une augmentation du nombre de jeunes, mais pas proportionnellement au nombre de dossiers. On a toujours entre 14 et 15% de jeunes adultes entre 18 et 25%. Donc c'est quelque chose, on entend souvent, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont à l'aide sociale, oui, en chiffre absolu, mais en proportion de personnes qui sont à l'aide sociale, l'évolution n'est pas drastique. Par contre, pour les personnes qui ont 50 ans et plus, on voit une très nette évolution. En 2012, on était à 25% par rapport au total des dossiers. Aujourd'hui, on se retrouve à 29%. Donc ça explique aussi ce que j'expliquais avant par rapport à la durée, et donc à cette catégorie d'âge qui se retrouve aujourd'hui en plus grande importance et plus longuement à l'aide sociale. On a mentionné aussi les personnes seules, une forte évolution de dossiers qui ne représentent qu'une seule personne. Aujourd'hui, 67% des dossiers qui sont à l'aide sociale à l'Hospice Général sont des personnes seules. C'est 2/3 des dossiers qui sont et qui suivent un accompagnement social. Les problématiques, on en a parlé aussi, elles évoluent peu, elles sont là, elles sont complexes. 51% des titulaires des dossiers ont un déficit de formation, 46 sont endettés, 40 ont un problème de santé et 23% ont un problème de logement. Inutile de vous dire que tout cela est très souvent cumulé. Ce n'est pas qu'un seul problème qui est mis en avant, mais ça vous donne un tout petit peu un ordre de grandeur des problématiques qui sont là. De nouveau, l'image n'est pas très positive, les chiffres sont là. Aujourd'hui, on n'a aucun signal qui nous font dire que tout ça va s'améliorer. Donc, en tant qu'institution d'action sociale, qu'est-ce qu'on peut faire ? De nouveau, est-ce qu'on se lève le matin en se disant il faut oublier, il n'y a pas un accompagnement qui peut faire du sens par rapport à l'ampleur du problème ? Qu'est-ce qu'on peut essayer d'amener déjà individuellement en tant que praticien, en tant que travailleur social par rapport à ces personnes qui viennent nous voir, mais aussi en tant qu'institution. Quel message on veut passer, qu'est-ce qu'on veut porter et comment est-ce qu'on veut aller de l'avant. Donc au niveau de l'Hospice Général, on s'est posé ces questions-là. On est arrivé sur le constat que le système aujourd'hui ne répond plus complètement aux besoins qui sont là, qui sont posés. Et je ne parle pas juste du besoin de rendre ces personnes autonomes et responsables et de quitter l'aide sociale, mais de répondre à leurs besoins, de pouvoir les accompagner. Tous les chiffres et toutes les augmentations de dossiers, de personnes que l'on doit accompagner amènent une énorme surcharge de travail par rapport à nos collaborateurs. Je vous ai dit que les prestations ont doublé en 10 ans. Le nombre d'EPT, d'équivalents plein temps, donc de collaborateurs que l'on a à l'Hospice Général durant cette période a augmenté de 10%. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur et il faut faire quelque chose parce que tout cela a éloigné les travailleurs sociaux du cœur de leur métier, de ce qu'ils peuvent faire, de comment est-ce qu'ils peuvent avancer et faire quelque chose. On est aussi dans des ressources limitées par rapport à ce que l'on a vécu. On sait que plus que tant, on ne peut pas demander plus. Alors on peut continuer de demander, mais on sait qu'on ne va pas les obtenir. C'est une réalité. C'est la réalité du gouvernement genevois. Je pense qu'on peut aller au niveau du canton de Vaud, on peut aller au niveau fédéral, voire au-delà des frontières et voir ce qui se passe en Europe au niveau de tous les gouvernements qui sont plutôt en train de se battre
pour réduire des déficits plutôt d'essayer d'augmenter les ressources. C'est une réalité que l'on a aujourd'hui. Donc continuons d'essayer de nous battre et d'obtenir plus, mais peut-être qu'en même temps, il faut aussi essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, à notre niveau, pour essayer d'améliorer notre quotidien et ce qu'on peut y faire. Une mutation également de la société, des interactions entre les gens, du besoin de collaborer, du besoin de travailler ensemble, d'une volonté de participer, des nouvelles attentes des citoyens vis-à-vis de l'État. Aujourd'hui, de manière globale, on souhaite peut-être un État un peu plus réactif, on souhaite pouvoir aussi y participer à ces politiques-là et pouvoir avancer et avoir son mot à dire. Donc, tout ce constat-là, avec des lourdeurs organisationnelles qui sont bien là, qui sont bien présentes, l'Hospice général, lié à des troubles d'années passées, à travailler sur la dernière décennie, à mettre en place un système de contrôle pour pouvoir mieux vérifier, contrôler l'utilisation des montants qui sont alloués à l'institution. Je pense que c'était un bien, c'était quelque chose de nécessaire. Ça amène aujourd'hui une crédibilité à l'institution dans le travail qu'elle fait, ça l'a professionnalisé, mais très certainement aussi, ça a entraîné des procédures, des processus qui ont été posés, qui étaient nécessaires, l'éloignement des travailleurs sociaux du cœur du métier. Et ça fait qu'on met les travailleurs dans un carcan, dans un cadre. On limite l'initiative, on limite la créativité. Et c'est aujourd'hui un gros problème que l'on a. Je parlais de la mutation de la société, mais aussi la mutation du travail. Ça a été mentionné déjà ce matin. Au niveau technologique, on parle d'intelligence artificielle. Les métiers, il y a des métiers qui disparaissent. Il y en a d'autres qui sont en train d'être créés. Mais entre deux, il y aura des métiers sacrifiés. Il y aura des personnes qui sont formées, qui ont aujourd'hui un emploi, qui ne l'auront plus demain et qui ne seront plus recyclables sur le futur marché. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on peut s'adapter? Basé sur tout cela, on a pris le parti de se dire... Restons optimistes, on peut faire quelque chose, essayons à notre niveau d'avancer. Le prix de l'immobilité, ce serait de devoir faire plus avec moins, mais peut-être qu'en essayant d'être optimiste et de voir qu'est-ce qu'on peut y faire, on va arriver à rester attractif aussi pour les collaborateurs, pour les futurs travailleurs, parce qu'on se doit d'évoluer en tant qu'institution. Donc, on a développé une nouvelle stratégie qui court depuis l'année dernière, depuis 2016 jusqu'à 2020. En 4 ans, c'est très ambitieux, mais une stratégie, normalement, ça se pose sur 4 ans. Sur 20, ce serait un peu trop long. Ça permet de donner des grosses lignes et des grosses orientations avec une vision du mieux vivre ensemble à Genève. Ça peut paraître beau comme ça et dans un monde idéal, mais de nouveau, de vouloir... travailler en tant qu'institution sociale à être le liant, que ce soit au sein de la population, que ce soit avec les différents partenaires, et d'essayer de faire évoluer les choses avec 4 enjeux majeurs. Je ne vais pas les développer ici dans le détail, mais un enjeu usager qui est au cœur de mettre les bénéficiaires, les usagers, les personnes qui viennent nous voir, au cœur de toutes nos réflexions. Quels sont leurs besoins ? Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire évoluer, de leur demander leur avis. Je pense que c'est aussi important, quelles sont leurs attentes, et de faire évoluer les choses dans ce sens-là. De gros enjeux de ressources, d'organisation et de fonctionnement. Je ne vais pas revenir sur les lourdeurs administratives que j'ai mentionnées avant, qui sont là, qui sont à l'interne, qui sont existantes. Comment est-ce qu'on peut se simplifier la tâche? Il y a des limites dans tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses que l'on se doit de faire, de regarder, de vérifier, mais il y a quand même une marge par rapport à tout cela. Et ensuite, un enjeu d'image. Ce n'est pas seulement l'image, mais c'est aussi la capacité de l'institution à être une institution de référence et à influencer. L'Hospice général ne jouit pas d'une très grande et belle réputation à Genève. Y étant depuis très peu de temps, je peux vous dire que quand... j'ai postulé, j'ai commencé à en parler autour de moi. On ne m'a pas applaudi, on m'a juste demandé qu'est-ce que j'allais y faire.
et est-ce que j'étais vraiment sûre de ce que je voulais faire? Parce que c'est une grosse machine, une lourdeur administrative, où c'est en tout cas pas là qu'on fait du social, donc toi qui aimes les gens, ne va pas là-bas, ça va pas le faire. C'est très caricatural, mais je pense que c'est ce qu'on peut encore aujourd'hui entendre et vivre, mais quand on rencontre des collaborateurs, il y en a dans la salle, donc s'il vous plaît, approchez-les. C'est pas comme ça qu'ils vont vous décrire leur quotidien, et puis c'est pas ce qu'on cherche à faire. Mais l'enjeu d'image est juste clé et important. Maintenant, il ne se décrète pas. J'ai le plaisir d'être là et de vous dire ces quelques mots, mais ce n'est pas ces quelques mots, même si je l'ai dit ici et si je l'ai dit à Genève, qui va changer quoi que ce soit. C'est en le faisant, c'est en le démontrant, c'est en allant vers les partenaires, en essayant de changer ce bout-là qu'on va peut-être arriver à changer notre image, et puis à faire en sorte que justement, concrètement, on arrive à autre chose. Donc on s'est mis en route par rapport à ça, et puis c'est surtout finalement un nouvel état d'esprit que l'on cherche à insuffler. La matière première et la richesse de l'Hospice Général, ce sont ses collaborateurs. C'est leur expérience, c'est leur formation, c'est leur connaissance et leurs compétences qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc tout ce qu'on a voulu poser là, on l'a fait en incluant les collaborateurs. On a pris le parti pris en tant que direction de les avoir à bord, de faire les choses un peu différemment aussi par rapport à leur participation. Au niveau de l'état d'esprit, c'est très bien. Dans le quotidien, c'est pas facile parce que, comme je l'ai mentionné, ils sont surchargés, ils ont beaucoup de travail. Donc, comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre? Mais on reste convaincu que c'est comme ça qu'on va pouvoir aller de l'avant. C'est eux qui vont pouvoir, et je dis bien eux parce que je n'ai jamais été assistante sociale dans un centre d'action sociale, qui vont pouvoir me faire remonter leurs besoins, qui vont pouvoir me faire remonter quelles pistes on peut explorer. Après, à nous de les prendre un bout et à nous de les porter plus loin en tant que direction et en tant qu'institution. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir insuffler quelque chose de différent. Donc des actions concrètes avec, bien sûr, on peut demander aux collaborateurs d'y participer, on peut faire plein de choses, mais il y a quand même des gros projets qui doivent être là, qui doivent être lancés, qui doivent être posés. Donc, il y a tout un volet qu'on a appelé le service design pour repenser l'accompagnement social des bénéficiaires. Excusez l'acronyme ASOC et AMIG, il a échappé. Donc, action sociale et aide aux migrants. Où là, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on essaye de développer, c'est repenser cet accompagnement social pour pouvoir dégager, consacrer plus de temps à cet accompagnement-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va de l'administratif, mais aussi à la manière dont on aborde, dont on reçoit nos bénéficiaires. Qu'est-ce qui peut être fait pour dégager plus de temps et l'investir au niveau de l'accompagnement social? L'aide aux migrants à Genève a vécu des périodes extrêmement difficiles, comme dans plusieurs autres cantons de Suisse, avec une explosion du nombre de migrants qui sont arrivés sur le territoire en 2015 et en 2016. Et l'équipe de l'aide aux migrants s'est trouvée vraiment confrontée à des situations d'urgence. Là, ils n'ont pas eu trop le temps de réfléchir, de faire un projet, de voir qu'est-ce qui peut être fait. Et par exemple, ils ont mis en place un système de permanence administrative et de permanence sociale pour que les migrants puissent venir à tout moment poser leurs questions. C'est des petites questions qui règlent des petits problèmes, mais qui sont importants. Ils n'ont pas besoin d'attendre leur rendez-vous avec un assistant social pour pouvoir avoir l'espace de poser ces questions-là. C'est quelque chose qui s'est fait dans l'urgence, mais qui aujourd'hui est quelque chose de très intéressant, qui ne nous enferme pas dans quelque chose d'administratif, mais qui répond à un besoin et sur lequel on est en train d'essayer d'évoluer et de travailler. Il y a bien sûr tout ce qui est dématérialisation des dossiers. Aujourd'hui, si vous ouvrez la porte d'un centre d'action sociale, vous allez trouver un assistant social encore derrière un gros dossier bien épais, avec beaucoup de papiers, beaucoup de choses. De nouveau, il y a plein de documents à demander aux bénéficiaires. C'est quelque chose qui est là et qui est un mal nécessaire. Mais ce n'est pas comme ça qu'un assistant social va pouvoir être mobile, va pouvoir se déplacer, va pouvoir peut-être travailler d'un autre endroit. Donc il y a ce besoin de pouvoir le dématérialiser, d'avoir peut-être plusieurs personnes qui puissent travailler sur un même dossier parce qu'ils ont des compétences qui peuvent être différentes et peuvent être une ressource
par rapport au soutien généraliste qu'un assistant social peut donner. Donc il y a tout un projet en cours de dématérialisation, digitalisation des dossiers, mais aussi des processus. Et puis finalement aussi une réflexion qui est en cours avec quelques pilotes pour aller vraiment plus loin dans l'état d'esprit et d'avoir des espaces partagés. Alors, traduction en français, en anglais, c'est open space. Tout le monde court loin parce qu'on voit ces grandes images de HSBC et d'autres où vous avez une salle comme celle-ci et puis vous avez à peu près 60 personnes qui sont cachées derrière des petites bulles. Ce n'est pas l'idée. C'est vraiment l'idée d'avoir des espaces collaboratifs où les différents métiers se mélangent, collaborent différemment, mais bien sûr de maintenir pour les travailleurs sociaux qui reçoivent des bénéficiaires des espaces confidentiels, individuels, pour qu'ils puissent les recevoir. Mais de nouveau, d'aller jusqu'au bout de l'exercice, c'est quelque chose que l'on va tester dans les mois à venir, pas partout, pas déployer partout au même endroit, au même moment, mais qu'on va vouloir déployer dans certains centres pour voir qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça amène, comment est-ce que les choses peuvent évoluer par rapport à cela. Finalement, innovation sociale, comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut approcher les choses de manière différente? J'ai mentionné le service design. C'est un terme un peu barbare qui vient, c'est une méthode qui vient, je pense, dans le domaine du privé. Vous avez souvent entendu, voilà, on consulte les clients, on leur demande ce qu'ils veulent, on essaye de faire en sorte que la prestation ou ce qu'on leur offre correspond à leurs attentes. C'est un peu ça. Comment est-ce qu'on peut contacter les bénéficiaires, s'asseoir avec eux, leur demander quelles sont leurs attentes? Un assistant social va tout à fait naturellement et très justement vous dire « mais je le sais, je rencontre ces gens-là tous les mois, je les connais, je connais tous les détails de leur vie ». Ça, c'est une chose. Mais de les mettre dans une autre posture et puis de ne pas parler de leur situation, mais de leur dire « c'est quoi vos attentes par rapport à la prestation ?» d'une institution telle que l'Hospice Général. Alors ça nous expose à des critiques et à certaines réalités que des fois on ne se rend pas compte. Je pense que c'est quelque chose d'important, ça les fait participer à quelque chose et on en découvre toujours un peu plus. Donc c'est une démarche que l'on a mis en cours, qu'on essaye de développer. Elle se veut centrée sur l'humain, elle se veut collaborative, expérimentale. On a droit à l'erreur. Essayons de sortir de projets qui vont être réfléchis, pensés pendant 1 année ou 2 ans, 3 ans, et le jour où on les met en place, ils sont déjà peut-être obsolètes ou dépassés, et peut-être qu'on peut avoir un système qui est un peu plus itératif. On va faire des erreurs, on va certainement prendre de mauvaises décisions un peu trop rapidement, mais là, ça nous permet peut-être de corriger sans avoir un gros modèle unique qui est posé partout de la même manière. Au niveau de l'interne aussi, pour avoir peut-être sortir de l'enfer des réunions, de longues réunions de réflexion, d'avoir des choses un peu plus dynamiques, un peu plus agiles, où des collaborateurs avec des cadres, sans les cadres, que des cadres puissent avoir des réflexions. Donc on a formé au sein de l'institution, aujourd'hui il y a 19 animateurs, c'est comme ça qu'on les nomme, qui ont été formés à ce genre de technique, à ce genre de méthode. Ça peut être une toute petite réunion de ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être une demi-journée, ça peut être sans une méthode particulière, mais simplement de changer la manière dont on se réunit et dont on se parle et dont on essaye de proposer et d'avoir des initiatives. On a mis en place une plateforme d'idées, on l'a appelée la Connective ID. De nouveau, au-delà de l'outil, au-delà de la plateforme, l'idée était que chaque collaborateur puisse poster une idée. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se réunit pendant quelques jours, on a des idées, ou quelques heures, ou au sein d'une équipe, on se dit « ah ben tiens, et si on faisait ça ?» Donc là, on a posté une plateforme. N'importe qui peut poster son idée. « Ah ben tiens, aujourd'hui, j'étais confrontée à telle difficulté. » Elle peut être très pratique, quotidienne, comme ça peut être une plus grande proposition. Ils peuvent simplement la poster sur cette plateforme. Tout le monde y a accès, tout le monde la voit. Ensuite, à nous, à un niveau plus haut, au niveau de l'institution, de prendre ces idées, de les renvoyer à leurs auteurs et de leur dire « mais allez-y, au niveau de votre unité, vous pouvez le faire ». Ou alors, à nous de la prendre et de l'injecter dans un projet qui est beaucoup plus large. Ça fait aujourd'hui un peu plus d'1 année que cette plateforme a été posée. On a 200 idées qui ont été postées.
L'enjeu, et ce qu'on ne s'est pas rendu compte au niveau de la direction, c'est le temps que ça nous prendrait pour gérer, pas la plateforme, mais les idées, essayer d'en faire quelque chose, d'assurer un suivi, de donner des réponses. C'est pas évident, on apprend, on se trompe, on fait des erreurs, on recommence. Ou alors on dit, écoutez, excusez, c'est une très bonne idée, mais là, on va juste pas pouvoir la gérer. Mais de nouveau, ça génère des discussions, ça génère des réticences, ça génère aussi des biais, parce qu'il y a des gens qui ont essayé d'amener leur idée, elle a été refusée par leur hiérarchie. Donc, allez, je la mets sur Connectividée, comme ça, au moins, elle remontera et quelqu'un la verra. Voilà, donc il y a plein de choses qui doivent être gérées là autour, mais ça fait partie plutôt de l'état d'esprit qu'on essaye de poser et de générer. Nouveau, pour essayer d'être aussi innovant, d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher autre chose, au mois d'avril, on a organisé ce qu'on a appelé un social up. Excusez pour les anglicismes. C'est sur un modèle ça s'appelait les Startup Weekends, vous en avez peut-être entendu parler. L'idée est d'apporter des solutions concrètes, de nouveau générer et avoir de la créativité, et puis avoir des participants de tous horizons qui sont là et puis qui peuvent y participer. Et à la fin de 2 jours, on a quelque chose de concret. On veut en faire quelque chose, on a des projets. Donc concrètement, c'est libre à chacun de s'y inscrire. On a eu 85 inscriptions, dont 7 bénéficiaires. On a aussi demandé à nos bénéficiaires, est-ce que vous voulez vous inscrire? Participez-y, c'est ouvert, vous pouvez venir, vous pouvez le faire. 35 idées qui ont été proposées le vendredi soir, c'est-à-dire que voilà, si vous étiez là dans le Social Up, vous avez une idée, à vous de la présenter. Vous avez quelques minutes pour le faire. Et ensuite, 12 projets qui ont été retenus, 12 idées qui ont été retenues le vendredi soir. Et pendant 2 jours, toutes les personnes qui étaient dans la salle se sont réparties et ont travaillé sur ces projets. À la fin, le dimanche soir, il y a eu un prix, il y a eu une belle dynamique qui a été créée, mais surtout 7 projets qui sont sortis, qui étaient là, qui sont concrets. Certains ont été pris en main directement par les participants. Ça ne veut pas dire que ces projets deviennent des projets de l'Hospice Général, mais ils sont là, ils ont été continués par les participants, et puis d'autres, on les a pris nous, à notre compte, et on est en train de vouloir les porter et les mettre en œuvre. Ce qu'amène le Social Up, c'est d'essayer de développer, d'être plus collaboratif. Et je pense qu'au niveau du social, c'est encore quelque chose qui est largement inexploité. On a parlé déjà ce matin des intérêts réciproques. Il y a des intérêts des entreprises à prendre une plus grande part dans le champ du social. Pas de mettre la main dessus, mais d'y participer, d'ouvrir nos portes aussi envers eux. Intérêt des institutions sociales à peut-être collaborer un tout petit peu différemment. Pour l'Hospice Général, c'est clair que c'est l'intelligence collective. Et puis, en 2 jours, en plus c'était le week-end, mais en 2 jours, on avance et on a des projets concrets. Ce n'est pas des grands projets, mais c'est des petites choses qui sont là. Ça crée un réseau. Et puis, pour les participants, tout un chacun peut y venir, peut amener ses connaissances et peut partager et élargir son propre réseau. Voilà un tout petit peu ce que ça a amené et les perspectives que ça peut nous amener aujourd'hui. Donc voilà un tout petit peu où on se situe, voilà un tout petit peu vers quoi on veut aller. C'est clair que tout ça, je ne veux pas vous peindre non plus un monde bisounours où tout va bien et tout est facile. Ça demande énormément d'efforts, ça demande beaucoup de contacts, beaucoup de proactivité. Sur l'année passée, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est quand j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé une autre institution. Je dis, bon, je peux employer le fait que je débarque. J'aimerais vous rencontrer, j'aimerais qu'on discute. On a une convention qui est là entre nos 2 institutions qui existe depuis des décennies. Je questionne ce bout-là. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça comme ça. Ça interpelle, ça étonne. Alors des gens se disent, mais c'est l'Hospice Général qui prend son téléphone, ça fait un peu bizarre. Mais au-delà de ça, on arrive à des petites choses, à des petits bouts. Je vais prendre un exemple tout bête. Avec l'office cantonal de la population, il délivre des attestations de séjour pour les personnes qui résident sur le canton de Genève. Au niveau de l'aide sociale, on a besoin de ces attestations pour s'assurer que la personne est bien résidente. Selon sa situation, son statut, son permis, on lui demande de renouveler cette attestation chaque 3 mois.
Donc, le bénéficiaire, chaque 3 mois, doit aller à l'OCPM pour obtenir cette attestation-là. Ça demande du travail à l'Hospice Général de demander de faire ce suivi-là. Ça demande du travail à l'OCPM pour produire l'attestation. Ça coûte. Chaque attestation est payante. Et je ne vous explique pas pour le bénéficiaire qui, chaque 3 mois, doit aller, oublie, à pas ramener, et tout ce qui tourne autour de ce genre de procédures et de processus qui sont là et qui sont posés. On a eu des discussions avec le CPM pour avoir un échange direct au niveau des informations et de se dire, mais voilà, par rapport à ces personnes-là, est-ce que vous pouvez nous confirmer où est-ce qu'on en est ? On a simplement été plus rapidement auprès de l'institution. L'usager en est conscient, il en est informé, il n'a plus besoin d'aller chercher l'attestation. Et si la situation est problématique, ben c'est clair qu'on passe à autre chose au niveau des discussions qu'on peut avoir. C'est un tout petit détail, c'est une toute petite chose, mais c'est comme ça qu'on pense qu'on va pouvoir faire évoluer un tout petit bout dans la pertinence de ce qu'on fait. Là, je suis énormément sur les lourdeurs administratives, mais la même chose par rapport à l'accompagnement social. Aujourd'hui, par les procédures et les processus qui ont été posés, de nouveau, on est dans un monde qui s'est professionnalisé, c'est tant mieux, c'est très bien. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui ouvre la porte, et de nouveau, je caricature, qui ouvre la porte d'un centre d'action sociale pour la première fois, il sera reçu de la même manière, quelle que soit sa situation et son besoin. Il va être reçu dans le cadre d'une permanence, il va suivre une séance d'information collective, ensuite il va avoir un autre rendez-vous, et que cette personne soit dans une situation extrêmement difficile, extrêmement complexe, et qu'on sait que cette personne va être dans la durée à l'aide sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas un tabou, c'est là, on peut se le dire. On doit peut-être et on peut peut-être recevoir cette personne différemment de la personne qui vient pour un coup de pouce financier. Il est là, il existe aussi. Il y a des gens qui viennent juste pendant un petit moment, quelques mois, on le sait aussi assez rapidement, on arrive à s'en rendre compte. Ils sont reçus de la même manière. Donc l'idée est d'ouvrir cette porte-là et de voir comment est-ce qu'on peut mettre la personne au centre, ses besoins, et comment est-ce qu'on peut être plus pertinent et plus efficace dans la manière dont on veut les recevoir. Voilà un peu toutes les difficultés auxquelles on est confronté, le côté, je dirais, plus optimiste et la volonté d'agir. Ce qui n'est pas simple dans ce genre de mécanisme, dans ce genre de système et de manière de vouloir fonctionner, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre bon sens, pragmatisme, et à côté, il y a quand même des lois, il y a quand même un cadre qui doit être là et qui doit être posé, on ne peut pas juste le jeter. Donc comment est-ce qu'on trouve l'équilibre ? De vouloir donner l'initiative à tous les collaborateurs, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas les surcharger. Et après, comment est-ce qu'on évite un certain chaos ? Parce que si toutes les équipes font exactement comme elles le veulent et comme elles le pensent, on peut avoir des dérives, on peut avoir des inéquités qui sont importantes. Donc comment trouver cet équilibre-là ? C'est un exercice d'équilibrisme, c'est une navigation à vue que l'on fait, c'est surtout énormément de dialogue et d'aller-retour qu'on essaye d'avoir et d'être proche des personnes du terrain, mais aussi des partenaires et à l'écoute et de voir comment est-ce qu'on peut développer tout ça. Le facteur humain. Je vous parlais des institutions avant, on est dans un carcan institutionnel, on est dans des relations institutionnelles établies depuis des années. En face de nous, on a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, mais d'autres qui ne veulent pas. C'est très difficile d'aller au-delà de ça. Donc le facteur humain, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut développer ça, que ce soit à l'interne et à l'externe, sont différents éléments qui font une énorme différence. Voilà en quelques mots un peu ce que je voulais vous présenter, ce dans quoi l'Hospice Général s'est lancé aujourd'hui, pas dans une volonté de tout révolutionner et d'avoir la solution, mais on part du postulat, pour répondre à la question de base, qu'on peut faire un accompagnement social, qu'on veut le faire, qu'on veut le maintenir, parce qu'on entend aussi souvent... on devient une administration et on ne fait plus de social. Non, on veut le maintenir. Maintenant, si on veut le maintenir, il faut faire quelque chose. Parce qu'avec tous les chiffres que j'ai démontrés au début, on n'y arrive plus. Et alors oui, on devient, on me l'a mentionné, l'hospicomate. Et on ne fait plus que délivrer de l'argent. Ce n'est pas ça qu'on veut être. Ce n'est pas cette mission-là que l'on a. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé ce défi majeur aujourd'hui au niveau de l'Hospice Général. Pour terminer, j'aimerais juste
vous laisser lire cette citation-là de Michel Collard-Gambier par rapport à la pauvreté, par rapport aux pauvres, mais aussi par rapport à notre relation à eux. Et je pense que si on met ça au milieu, si on continue à les laisser aux cendres, à les considérer, à les écouter, on fera un bon petit bout du chemin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Pradesimo. Nous avons le temps également pour quelques questions. Delia, je peux te laisser aller au fond à droite. Non, fais avec micro parce qu'il y a une captation. En 1997, je terminais une mission avec d'autres collègues d'évaluation à l'Hospice Général pour un nouveau dispositif qui était mis en place, qui s'appelait le RMCAS. J'ai assisté à un discours de la responsable qui était à votre place à l'époque, Madame Brennenstuhl, d'Éric Etienne. Et j'ai l'impression aujourd'hui d'assister à un copier-coller de cette chose-là. Un peu plus tard, on a eu un directeur qui nous a expliqué que quand on rentrait à l'Hospice Général, c'était comme quand on rentrait chez EasyJet ou Ryanair. Si on choisissait un objectif, on devait, toute l'équipe, tous les professionnels qu'elle a, devaient arriver à vous y mener, et tous de la même manière. Bon, on voit actuellement que, par exemple, Ryanair a quelques problèmes avec son personnel, EasyJet avec ses retards. La question que j'ai là-dessus, c'est c'est quoi le plus par rapport à ce programme qui est finalement quelque chose que j'entends moi depuis 20 ans? Je ne sais pas. De nouveau, je pense que... Alors là, je peux parler de ma toute petite expérience à l'Hospice Général. Vous avez une bien plus grande historique que ça. Mais d'expérience que j'ai pu avoir dans une autre institution, grande institution, on est dans de l'humanitaire, on est dans toute autre chose. Mais je pense que déjà, ce que j'entends souvent, c'est là, on est dans le retour de ce qu'on faisait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Je pense que c'est normal. Déjà, je pense qu'il y a toujours des cycles, il y a toujours des périodes où on redurcit, on doit reprofessionnaliser, on doit mettre en place des cadres, des procédures, et puis après, il y a des moments où on peut ouvrir et faire les choses différemment. Très probablement, ça ne m'étonne pas du tout ce que vous me dites, que c'est quelque chose qui a été dit il y a 20 ans, et puis peut-être que dans 10 ans, mon successeur dira exactement le contraire, parce qu'il faudra redurcir, parce que ce sera parti dans trop de directions, et puis dans 20 ans, il faudra de nouveau réouvrir. Je ne suis pas sûre qu'il faut avoir un regard sur toute l'historique et se dire « ça, c'est ce qu'on a fait là, donc on a fait faux pendant 30, et puis maintenant, on passe à autre chose ». L'Hospice Général de 97 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Il n'est pas le même dans sa taille, il n'est pas le même dans les besoins de fonctionnement qu'il a, il n'est pas le même dans le réseau qui existe. Donc je pense qu'il y a ce besoin d'évolution et qui tourne. La question qu'on se pose, c'est que ce qu'on se rend compte, de nouveau le constat de départ, c'est qu'aujourd'hui, un assistant social à l'Hospice Général passe encore, lorsqu'il a un entretien, 60-70% de son temps à faire de l'administratif avec le bénéficiaire qui le voit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut l'aider à rééquilibrer? C'est une demande qui vient d'eux, c'est quelque chose qu'on essaye de poser, et puis qu'on essaye d'avancer, on le teste. C'est comme ça que je peux vous répondre et essayer de voir où ça va nous mener. Bonjour. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Donc, c'est aussi ça l'avenir. Est-ce que vous pourriez dire quels métiers vont disparaître? Waouh! Non, mais ça a l'air bête, mais je pense que c'est pas... Non, alors je n'ai pas, très sincèrement, je n'ai pas la liste qui est là et qui est posée. Il y a eu... un de mes collègues a participé à Berne. C'était un colloque sur l'insertion professionnelle et sur le travail de demain, 2.0, 3.0, 6.0. Je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on se situe. Et ce qui était
intéressant, c'était que finalement, aujourd'hui, il y a toute une série de métiers qui sont entre deux. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir plus besoin de gens qui savent faire quelque chose avec leurs mains et des choses qu'une machine n'arrive pas à faire. Et puis on aura besoin de généralistes, de gens qui sont multitâches, pluridisciplinaires. Mais ce qu'il y a au milieu, c'est plutôt ces métiers-là qui risquent de disparaître. Aujourd'hui, c'est au-delà de vous donner une liste de métiers, c'est plus dans les profils des gens et dans leur capacité à se renouveler et à capacité à s'adapter. Aujourd'hui, les gens qui n'ont qu'une seule formation, elle peut être très, très élevée, mais qui sont monodomaines, pour eux, ça va être très compliqué. Et aujourd'hui, une autre comparaison que j'ai entendue récemment avec la révolution industrielle a pris un siècle. Donc on a le temps de la faire évoluer, de peut-être s'adapter petit à petit. Je vous livre ce que j'ai entendu par rapport à ça et en comparaison à aujourd'hui où ça va beaucoup plus vite. Donc dans quelle mesure tout ça peut faire qu'on s'adapte bien avant que les gens soient dans la difficulté et soient à l'aide sociale. Mais là, on entre dans un autre débat sur la formation, sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer tout ça. Aujourd'hui, c'est cette difficulté-là que l'on voit quand on parle d'insertion professionnelle. Oui, il y a une dimension d'âge, il y a toutes ces choses-là qui sont posées, mais c'est une difficulté pas toujours liée au niveau de formation, mais liée à la flexibilité des gens et le côté aujourd'hui, il faut être un peu un couteau suisse et puis avoir la possibilité de sortir plein de compétences, d'expériences en même temps. Et je pense que c'est dans cette direction-là que ça va devenir très difficile pour les personnes qui n'ont pas tout ça à leur arc. Oui. C'est ce qu'on essaye de faire. Et de nouveau, on parle, l'insertion professionnelle est une priorité que l'on a en tant qu'institution. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut mieux faire en sorte que les personnes qui sont proches du marché de l'emploi ou comment est-ce qu'on peut les amener à être à nouveau proches du marché de l'emploi puissent être réinsérées? Mais ça reste quelque chose d'extrêmement difficile et compliqué. De faire en sorte d'être proche justement des employeurs, des entreprises pour connaître quels sont les marchés qui sont porteurs, de ne pas inciter les gens vers des cibles professionnelles qui vont mener à rien du tout. Ça, c'est une chose. Mais après, on a aussi un rôle. Pas tout le monde va retrouver un emploi, pas tout le monde est réinsérable. Et on doit accepter qu'il peut y avoir un accompagnement social qui se fait dans la durée et qui doit être là et qui doit être fait. Et c'est notre rôle aussi, un rôle de maintien, un rôle de soutien. On parle de mesures occupationnelles, c'est important de les avoir et de les développer. C'est un danger que l'on a et un dilemme que l'on a souvent parce que bien sûr qu'on a une pression d'avoir une sortie des gens de l'aide sociale, qu'elles redeviennent autonomes, c'est pas possible pour tout le monde. Et donc on doit aussi investir, développer des choses pour ceux qui ne le seront pas et l'accepter. Et ça peut être déjà difficile pour un travailleur social de se dire mais voilà, cette personne ne va pas redevenir autonome et indépendante, mais je peux quand même l'aider, je peux l'accompagner, je peux faire quelque chose. Et c'est difficilement acceptable au niveau des politiques qui ont une demande de résultats, d'impact et une volonté d'avoir plus de sorties et d'avoir des gens qui ne restent pas durablement à l'aide sociale. Oui. Bonjour, Luc Longueville. J'avais une question par rapport à la tendance que vous avez dessinée à partir de 2008, une augmentation en fait des demandeurs et demandeuses. Est-ce que c'est les mêmes qu'avant, ils sont plus nombreux, ou est-ce que c'est des nouveaux profils et qui arrivent à l'aide sociale à travers finalement d'autres formes d'accidents ou de difficultés vécues? Est-ce qu'il y a une tendance qui s'est dessinée qui amène vraiment des gens qu'on ne voyait pas avant? C'est extrêmement difficile. On essaye toujours d'avoir, alors pas le profil type, mais justement les différentes caractéristiques. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est la complexité, la complexification des différentes situations. Je ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau. Voilà, les gens qui sont dans la salle et qui travaillent depuis
depuis 30 ans là-dessus, j'imagine que c'est des choses qu'ils ont déjà entendues. Mais le cumul des 4 grandes problématiques que j'ai mentionnées avant, et donc ça prend du temps pour sortir, pour régler une problématique, passer à une autre, ou c'est ce cumul-là souvent qui nous est rapporté. Au niveau du profil, je pense qu'on l'a cité déjà ce matin, il y a bien sûr toutes les familles monoparentales, il y a les personnes de 50 ans et plus les personnes seules. Je pense que c'est la chose qui est peut-être le plus frappant par rapport à ces évolutions qu'on peut voir et qui peut être le miroir d'une évolution de la société, avec des personnes plus isolées, avec un tissu social qui a changé, avec un tissu familial différent et qui est moins soutenant que ce qu'on pouvait voir auparavant. Mais par rapport à un profil type ou par rapport à des personnes qui nous approchent, on n'a pas quelque chose où on peut dire, voilà, là on voit vraiment quelque chose de différent, des nouvelles personnes qui nous approchent. Ce que vous avez l'air de dire, c'est que les nouveaux entrants n'augmentent pas forcément, mais en fait, c'est les sortants qui ne sortent pas. C'est plutôt le temps oui. Passer à qui s'accumule, puis c'est plutôt les portes de sortie qui sont plus difficiles à prendre. Ça reste difficile et comme je le montrais, c'est cette durée. Voilà, c'est cette durée qui fait que il y a moins de sorties. Maintenant, sur une année, la dynamique, elle est là. Vous avez 300 dossiers qui rentrent, vous en avez qui sortent aussi. Mais il y a toute une série une grande proportion de personnes qui restent et qui restent plus longtemps. Est-ce que ça, c'est pas quand même des arguments assez forts pour la question du salaire universel? Je laisse la salle répondre, mais... Il y a une question. Oui, bonjour. Madame Grave soulignait tout à l'heure les évolutions dans les années 90 d'une individualisation de l'accompagnement social. Est-ce que cette dominante-là, c'est quelque chose que vous réinterrogez, sur lequel vous réfléchissez dans votre volonté de revoir un peu de repenser l'accompagnement social ? Dans quel sens ? C'est-à-dire de sortir de l'individuel de redonner plus de collectif ou une autre place au collectif dans l'accompagnement social ? Alors, Yasmine vous dirait que je trouve que ça fait beaucoup de sens. Après, là, on est dans des réalités, je dirais, légales. On est dans des réalités cantons communes qui sont là et qui existent de qui a quoi et quel mandat. Maintenant, opérationnellement, c'est quelque chose qu'on veut développer au niveau du réseau. Et il y a un accompagnement individuel qui doit être là, je pense qu'il doit être là, il doit exister, il doit continuer. Mais est-ce qu'on peut l'inscrire ? Est-ce qu'on peut quand même se connecter à ce qui se fait d'un point de vue communautaire, à ce qui se fait localement, d'avoir des travailleurs, donner plus de temps aux travailleurs sociaux pour qu'ils sortent de leur bureau aussi, pas pour aller chez chacun des bénéficiaires, c'est juste quelque chose de pas possible, voire pas pertinent, mais comment on peut mieux se connecter par rapport à ce qui se passe au niveau communautaire et au niveau collectif. De nouveau, en soi, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, les réalités font qu'on se heurte aussi après à des lois, à des mandats, du ping-pong qui peut se faire. Oui, Yasmine, merci pour ce tableau des contraintes et puis des quelques ouvertures que vous essayez d'aménager. Je voudrais dire que ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'exemple que tu as donné avec l'Office cantonal de la population. Parce que là, à partir d'un malaise perçu, je pense, par les travailleurs de terrain et les personnes concernées par ce travail, eh bien, vous avez identifié un problème bureaucratique et vous avez bougé les murs. Et il me semble que si on fait le lien aussi avec l'exposé précédent, hein, où il y a un effet structurant des normes vers lesquelles convergent un peu les processus d'insertion, etc., il y a aussi une remise en cause des contextes à faire, des systèmes d'organisation. Ayant participé aussi il y a quelques années à un audit santé à l'Hospice Général, il y avait cet écart mesuré entre l'idéal du métier et les réalités de sa pratique. Mais derrière ça, il y avait effectivement des forces de proposition. Parce que quand il y a malaise et souffrance au travail, c'est qu'il y a des impasses, c'est qu'il y a un enfer bureaucratique dans lequel sont plongés les intervenants, les travailleurs sociaux.
et qui fait que si on y met de l'intelligence collective, on peut bouger les murs. Je le dis d'autant plus qu'effectivement, on vit, grâce à toi, ton équipe maintenant, enfin une réponse avec Caritas et dans le cadre d'un petit programme qui concerne l'insertion des jeunes en difficulté, enfin des réponses qui concernent la reconnaissance salariale, pour aller simple, de ces jeunes en bougeant les murs. Et il me semble qu'un des objectifs de votre vision serait aussi ça, d'utiliser cette intelligence collective, pas seulement pour dire on doit créer de nouveaux espaces de parole, parce que ça, effectivement, les assistants sociaux savent faire et il en faut. Mais il faut que cette parole débouche sur quelque chose. Et là, il y a eu un exemple concret et j'aimerais encourager à aller dans ce sens-là. Donc, merci pour cet exemple. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Étant assistante sociale auprès d'un centre social régional dans le canton de Vaud, votre question de volonté de maintenir le travail social m'a beaucoup interpellée. Et je me posais la question concrètement, comment est-ce que vous vous y prenez à Genève pour diminuer le travail administratif, pour remettre du sens, pour remettre l'humain au cœur de l'action? Est-ce que vous avez des pistes concrètes? Comment faire pour diminuer cette charge administrative qui est de plus en plus, en tout cas pour nous, pesante et prenante? C'est le nœud, c'est la clé qui a la mieux. Je ne pense pas qu'il y a une seule réponse en disant bon ben voilà, poum, on le fait comme ça. Et pour nous, tout ça fait partie d'un puzzle. Il y a une réorganisation du travail qui a été discutée au sein de l'Hospice Général dans les unités qui sont sur le terrain. Là je parle d'une manière de travailler au sein d'un centre d'action sociale entre un assistant social, ce qu'on appelle un assistant administratif, et le secrétariat qui a l'accueil, les secrétaires qui reçoivent les gens. Donc comment est-ce qu'on peut réorganiser les choses par rapport à ça? Un petit bout qui a été fait là-dessus. Très franchement, aujourd'hui, on est dans une situation où, oui, dans certaines unités, ça le fait. Et on a des assistants sociaux qui nous disent, oui, je vois une différence, mais par contre, on a les collaborateurs qui s'occupent de l'administratif qui ont vu leur charge augmenter. Donc la masse, on ne l'a pas diminuée, puis on a fait ça. C'est un petit bout, c'est un premier pas, c'est une première chose. Et il faut regarder tout ce qui est autour de la masse administrative. Tout ce qui est dématérialisation en fait partie. On espère que ça peut nous amener quelques pistes pour alléger de manière globale. Ce que je mentionnais avant, l'exemple de l'OCPM, l'Office cantonal de la population avec une attestation, c'est une petite chose, mais c'est une chose administrative qu'on veut faire différemment, qu'on veut faire en moins, qu'on veut rendre moins lourde. Donc, moi, je reste assez persuadée qu'il n'y a pas la baguette magique pour dire, bon, ben voilà, poum, on va faire comme ça, et puis on va trouver la solution. Mais c'est justement en mettant ensemble, en questionnant peut-être des partenariats, des manières de faire, où on doit remplir tel formulaire pour faire ça comme ça. Ça, ce sont des procédures ou des manières de faire qui ont été posées à l'interne ou entre institutions, mais qui ne sont pas exigées par la loi, par exemple. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas bouger. Et c'est un peu, je dirais, en combinant toutes ces choses-là qu'on espère arriver à quelque chose de nouveau. Le postulat, c'est d'essayer. On espère qu'on peut y arriver, qu'on peut arriver à bouger certaines choses. J'ai des assistants administratifs qui viennent me voir en disant « mais à quand la décharge et à quand vous allez arriver à nous enlever ce qu'on a là sur la tête aujourd'hui ?» Et je leur dis « ça ne va pas arriver le 1er octobre ni le 1er novembre. C'est des petites choses qu'on va essayer de mettre en place petit à petit ici et là. » Après, c'est l'équilibre à trouver aussi par rapport à ce qu'on doit continuer de faire et de faire le tri. Je parlais avant de mise en place de contrôle. Le contrôle, il est là, il est nécessaire. Comment est-ce qu'on peut le faire différemment, sortir de peut-être quelque chose de systématique, mais partir sur quelque chose d'un peu différent par rapport à ça, parce qu'on se doit de contrôler, de s'assurer de la conformité, que ce soit des dossiers qui sont là, de la manière dont on les suit. Parce que, de nouveau, sur ces dernières années, cette professionnalisation, elle est là, elle est forte, et c'était très bien, c'est très positif. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc, comment trouver cet équilibre-là? Ce n'est pas facile, je n'ai pas la panacée, et c'est pour ça qu'on se lance dans un processus tel que celui-là, parce que je pense qu'autrement, on ferait les choses différemment, peut-être, ou la solution, elle serait déjà sortie, quelque part.
Donc c'est tous ces petits bouts qui, on l'espère, vont amener une différence. Ok, merci beaucoup Madame Pradessimon. On arrive gentiment à la fin de cette matinée. Avant de vous lâcher, parce que vous devez avoir tous très faim pour le repas qui sera servi là à l'extérieur, je vous donne juste une information pour que vous n'ayez pas tous à vous ruer sur les listes. Concernant les ateliers de cet après-midi, 2 ateliers auront lieu dans ce bâtiment. Il s'agit de l'atelier 1, incitation et sanctions à l'aide sociale, quelles pratiques et quelles conséquences, et de l'atelier 3, entre autonomie et contrôle, enjeux de l'insertion des jeunes et des jeunes adultes. Ensuite, les autres ateliers se tiendront dans le bâtiment de Géopolis juste en face. Un seul est au 2e étage, c'est l'atelier sur l'aide aux réfugiés. Et les autres ont donc 2e étage pour celui-ci, et puis tous les autres ont lieu au 5e étage donc, du bâtiment Géopolis. Vous retrouvez la liste complète avec les numéros des salles précis, mais c'est déjà une première orientation. On se retrouve ensuite à 16h15 ici pour la dernière session. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon appétit.